Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette seconde émission de l'année est également et entièrement consacrée au manga de l'année 2022, comme la première. Cette fois, nous allons non pas vous présenter le top de l'équipe, mais vous présenter une vingtaine de coups de cœur perso des membres de l'équipe, des véritables chouchous de certains d'entre nous. La semaine dernière, donc, c'était un top 14 5 DC qu'on vous avait présenté. On vous le refait brièvement le top. Qui était premier ? Pour voir si vous avez suivi. C'était Daidar. C'était Daidar. Il m'a pris au dépourvu. Par contre, si tu demandes genre le 8, là c'est plus chaud. Mais... Deuxième, c'était le Fujimoto. Ouais, Dan, troisième. Dan, troisième. Ouais. Sakamoto Days, quatrième. Darwin Incident. Ensuite, Manchuria Opium Squad. Adabana, Four Nights of Apocalypse, Léviathan et Trillion Game. Voilà pour le top 10. C'est pas mal que t'as enchaîné après. Je les avais dans le désordre. Le mec a la mémoire d'un poisson rouge. Dans la 5e de couve, c'est donc l'heure d'écouter quels sont nos coups de cœur perso de l'année passée. Préparez-vous, c'est parti, générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Rebonjour, re-bienvenue. Cette fois encore, nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas publiés en 2022. Donc, comme la semaine dernière, une grande partie de l'équipe est présente. Je vous propose donc de faire un salut général. Salut. Pour ne rater aucune 5e de couve, je vous encourage à vous abonner sur vos applications de podcast favorites, parmi lesquelles on peut trouver... Salut ton application de podcast Apple Podcast. Oui, par Apple exemple. Podcast, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires. J'aimerais bien en lire un nouveau. Il y a Pocket Cast, il y a Castbox et Podcast Addict par exemple. Robin, sur quoi t'écoutes toi ? Sur Pocket Cast. Bien joué. Tout à fait. Pensez aussi à activer les notifications. Nous voici donc prêts à faire une rétrospective un peu listing, puisqu'on va égrener un à un les mangas, les coups de cœur des uns et des autres, parfois partagés, parfois pas intéressés ou pas assez intéressants pour les autres. Tout le monde va pouvoir s'exprimer et vous allez voir, il y a vraiment de tout. Il y a l'histoire d'un dictionnaire, il y a de la baston, il y a des maïkos, il y a des samouraïs, il y a même un peu de romance. Et on commence avec toi Robin et un manga qui s'appelle Shujin X. Oui, c'est mon chouchou Genix. Oh, ça démarre fort. Donc c'est un manga de Suishida, l'auteur, le nouveau manga de Suishida, l'auteur de Tokyo Ghoul. C'est publié chez Glénat comme Tokyo Ghoul. Le pitch, on est dans une espèce de réalité alternative où en fait on a vu apparaître une multiplication d'êtres surhumains appelés des Shujin. Donc c'est des gens qui ont des espèces de super pouvoirs qui peuvent être tous assez différents les uns des autres. Et donc le monde est un peu devenu découpé en quartiers où les Shujin habitent, etc. Et on va suivre 3 personnages, on va dire 2 en principaux, mais 3 personnages. Il y a Ellie, une jeune cultivatrice de tomates. Ça ne s'invente voilà. pas. Et Tokyo et Azuma qui sont des lycéens qui ont un sens de la justice assez exacerbé. Ils sont très complémentaires tous les deux. Il y a Azuma, le mec qui est fort, super courageux, etc. Et Tokyo, celui qui est plutôt mal dans sa peau. Et que ce soit Ellie et eux deux vont tous se retrouver un peu réunis par le destin pour partir à une espèce de chasse aux Shujin déviants, parce qu'en fait on se rend compte dans cet univers que être Shujin, ça implique d'avoir un permis et d'utiliser ses pouvoirs dans un certain périmètre, et les Shujin qui dérogent à cette règle sont considérés comme des déviants et sont donc chassés comme des criminels, quoi. Qu'est-ce qui t'a plu après ce pitch qui est plutôt sympa? Le pitch te donne envie parce que t'as une narration un peu découpée, t'as des histoires un traitement du super-héroïsme qui a l'air particulier. C'est ça qui t'a plu ou il y a d'autres choses? Moi, ce qui m'a tout de suite attiré, c'est les couvertures, parce qu'il y avait vraiment un parti pris super graphique qui, moi, m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'étais pas un gros fan de Tokyo Ghoul, mais je reconnaissais que Suishida avait une patte graphique vraiment très intéressante, et en fait
fait, c'est vraiment ça qui m'a séduit dans ce nouveau titre. C'est vraiment le dessin quoi, de Suishida, sa mise en scène impressionnante. Il y a des doubles pages incroyables de puissance, parce qu'on est sur des scènes de baston. Il y a vraiment des scènes de baston d'anthologie avec des impacts qui sont très puissants et un vrai souffle graphique quoi. Moi, c'est vraiment ça qui m'a pris. Et après, je dois avouer que le lore, qui est un petit peu complexe au début, il se construit progressivement. On le découvre un petit peu aussi avec les personnages. Et moi, je trouve ça me donne vraiment envie d'en savoir plus, parce que c'est vrai que pour l'instant, moi, je n'ai lu que les 2 premiers tomes et je reste un peu sur ma faim. J'ai vraiment envie d'en savoir plus, de mieux comprendre comment ça fonctionne et les différents types de shujin, etc. Donc c'est un peu ce mélange entre le dessin et le côté intriguant du lore, ce mix des deux qui m'a intéressé quoi. Et si on devait rajouter encore un dernier point là pour convaincre tout le monde que c'est ton manga chouchou? Après c'est l'auteur qui l'a dit lui-même dans une interview, c'est que en gros Tokyo Ghoul, il est très, très fier de cette série, de l'avoir fait et tout, mais il avait un peu souffert des carcans parce que c'était prépublié dans un magazine hebdomadaire, et la publication hebdomadaire l'avait un petit peu marqué quoi, mais un peu dans le mauvais sens du terme quoi. Il avait été il avait un peu souffert de ça, et là donc cette nouvelle série c'est aussi dans le Young Jump, mais ça a été d'abord publié sur la version en ligne, qui du coup n'a pas les mêmes contraintes de publication, de temporalité de publication, et lui en fait ça l'a libéré de vraiment cette espèce de contrainte qui lui pesait. Et je pense que ça sent aussi dans son travail sur cette série, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus libre dans la mise en scène, dans le découpage, dans la façon d'amener les choses. C'est moins codifié que pouvait l'être Tokyo Ghoul. Je pense que c'est ça aussi qui m'a intéressé quoi. La question va revenir de temps en temps dans cette émission. Est-ce que lire le tome 1 c'est suffisant? Bah non, justement, je pense que ça c'est un truc qui est assez important, c'est que je pense qu'il faut lire les 2 premiers tomes un peu d'affilée. D'ailleurs, de mémoire, ils étaient un peu sortis rapprochés en France, genre le premier était sorti en octobre, le deuxième même pas un mois après, ou un truc comme ça. Et je pense que c'est vraiment important de lire les 2, parce que l'univers, je trouve, il se déploie vraiment dans le tome 2. Dans le tome 2, il y a vraiment, en plus, il y a une scène de baston qui est vraiment très très stylée, avec un perso qui fait du baseball et tout. Et moi, j'avoue que si j'étais resté au 1, le 1 il est encore un peu abscon, parce qu'il y a ces 2, effectivement, je disais, ces trajectoires de personnages qui se rencontrent, mais dans le 1 pas trop en fait. C'est encore un peu ils sont encore séparés, que ce soit la petite cultivatrice de tomates et les 2 autres, et du coup on a du mal à voir comment tout ça va s'imbriquer, et même l'univers on le comprend pas encore très bien. Et c'est vraiment dans le 2 que tout ça commence à devenir un petit peu plus clair. Il y a une histoire d'une organisation machin. Peut-être que là ça rentre un petit peu dans des codes, justement, pour contredire un peu ce que je disais avant, mais c'est peut-être ça qui fait aussi que t'accroches vraiment à partir du tome 2, je pense. Mais je suis carrément d'accord avec Robin. En fait, le truc, c'est que le tome 1 est une intro insuffisante. En fait, il a fait une introduction qui est tellement longue qu'elle s'étale aussi dans le tome 2. Et du coup, c'est vrai que si tu lis que le tome 1, t'as l'impression d'une intro, mais qui est coupée avant un peu le combat final qu'on a traditionnellement dans une introduction, quoi. Et je pense que ça correspond aussi à ce qu'il dit. Par rapport à cette volonté peut-être plus artistique d'avoir un récit plus libéré des codes. Et c'est vrai qu'il n'a pas une introduction classique, c'est pas les 100 premières pages, c'est l'introduction comme on peut avoir souvent. Là je pense qu'il s'est vraiment étalé, mais en fait quand tu lis le 1 et 2, bah, t'as l'explication du lore de la série qui arrive aussi, et ce qui te donne un petit peu une meilleure structure. Mais moi je l'ai vraiment adoré, j'étais un peu dans le même cas que Robin. Tokyo Ghoul, il y a vraiment des passages que j'aime beaucoup. Après, il y a plein de passages que j'ai trouvé problématiques dans la série, qui m'ont un peu ennuyé ou problématiques. Et ben là, bizarrement, je suis plus dedans. Tu vois, je suis vraiment dans un état d'esprit. Vas-y, fais ce que tu veux. Ça m'intéresse de voir ce qui va sortir de ton esprit malade, parce que soyons bien d'accord, cet auteur est malade. Et les dessins, ils sont sublimes, quoi. Ouais, c'est carrément vraiment magnifique. Ça s'appelle Shojin X, c'est aux éditions Glénat. La suite, c'est avec toi, Cagnard, donc tu vas garder la parole, puisqu'on parle de Violence Action. Ah, Violence Action. Je vous ai saoulé avec ce titre. Hein. Nous, oui. Saoulé, oui. Après, les auditeurs aussi un peu, parce que j'en avais déjà parlé dans l'émission des tueuses à gages. Mais ouais, effectivement, moi, c'est vraiment ma lecture de l'année. Alors, pour résumer le titre, on va suivre le quotidien de Kei Kikuno. C'est une jeune étudiante comptable, et à côté, pour payer ses études, elle exerce le métier de tueuse à gages dans l'une des meilleures organisations mafieuses du Japon. Et donc on va suivre son quotidien au gré des différentes missions et les différentes rencontres qu'elle va faire pour son organisation au final. Ok, et c'est ce pitch qui t'a attiré, ou c'est juste la couverture qui est assez marquante ?
Pas du tout le pitch, parce que je le trouve terriblement basique au final. C'est l'histoire d'une tueuse à gages qui est mignonnette, tu vois, et qui est assez jeune. Donc vraiment un pitch qui m'intéressait pas plus que ça. Mais ce que j'ai découvert à la lecture du premier chapitre, je trouve que ça frappe d'entrée. C'est le ton qui est complètement décalé dans cette œuvre. On est vraiment sur un seinen de tueur à gages, un genre de manga qu'on connaît bien. Et bizarrement, il réussit à poser une certaine normalité dans le milieu mafieux. Alors, c'est un milieu dur, c'est un milieu violent, et pourtant, tous les personnages qu'on voit qui gravitent dans cet univers, ils ont une certaine légèreté, tu vois. Et ça, c'est vraiment le décalage que j'aime, qui me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on parle de la mort H24 là-dedans, mais au final, c'est rien de plus qu'un business comme un autre. Du coup, pourquoi pas le prendre avec légèreté, comme si c'était j'achète, je revends, et je trouve qu'il y a un ton qui est à la fois drôle, violent, tout ce qui me plaît en fait. Est-ce qu'elle fait ce travail pour payer ses études ? C'est ça. À côté de ça, du coup, un boulot comme un autre. C'est un boulot comme un autre, et en même temps, le métier de tueuse à gages, pour elle, c'est un métier comme un autre. Et puis après, voilà, t'as une galerie de personnages qui est assez extraordinaire aussi, qui tranche avec le ton en fait du manga, et pour toutes ces raisons, c'est un petit peu mon préféré. Est-ce que tu veux nous parler aussi graphisme ? Je voulais te lancer sur la couverture qui est assez attirant, enfin qui attirait l'œil en tout cas, celle du tome 1. Une couverture jaune, de toute façon, ça attire toujours l'œil, mais là même, encore une fois, tu vois, la couve m'a pas attiré plus que ça. Je trouvais ça terriblement basique, quoi. On voit la tueuse sur la couve, fond jaune. Bon, le fond jaune fait que je le vois, mais après la tueuse en elle-même m'attire pas plus que ça, tu vois, comme pitch. Mais disons que le graphisme, c'est vraiment un point important dans ce manga. Je trouve que d'une part, t'as le dessin, les personnages ont vraiment des bonnes gueules, ils sont vraiment assez stylés, et surtout t'as le découpage. En fait, quand tu vois les gunfights dans ce manga, on est clairement en présence du storyboarder de John Wick, quoi. Tout est millimétré, tu vois exactement comment chaque action démarre, comment Eve va tuer, ou il y a d'autres combats de toute façon dedans, mais tout est vraiment millimétré. Et au final, au bout d'un moment, je me suis même dit à la lecture que le moindre gunfight dans ce manga, ça me fait un peu penser à du John Woo. Et du coup, pour moi, c'est une manière d'appuyer dans l'ambiance, tellement au final, ça devient burlesque, tu vois, des combats qui n'ont plus aucun sens, mais qui fonctionnent bien, quoi. Est-ce qu'il y a des colombes ? Non, il y a très peu de colombes pour le rapprocher de John Woo, mais tu vois, John Wick me fait penser à ça, où tout est millimétré. Ouais. Le découpage me fait penser à un truc très millimétré, quoi. Allez, t'as le droit à une dernière phrase si tu veux essayer de convaincre tout le monde que c'est le manga à lire cette année. Le titre de l'œuvre, Violence Action. Je veux bien le traduire. Traduit en français, ça donne violence action. Tu vois, j'adore. Quand tu m'as demandé le graphisme, la couve, non, moi c'est le titre en fait. Et vous savez que souvent j'aime bien les titres qui me parlent, quoi, que je trouve pas basiques. Et là, je trouve ça génial. C'est tellement représentatif de ce qu'est le manga. Le titre n'a aucun sens. C'est pas action violente, violente action. Tu vois, c'est violence action. Voilà. C'est ce que vous allez avoir dans le manga, et je trouve que c'est tout aussi décalé que le titre. Et c'est aux éditions Pika. D'une tueuse, on passe à l'enquête sur le tueur avec toi, Clémence, et le manga Lost Lad London. Ouais, c'est tout récent. Du coup, c'est ce qu'on appelle un peu un thriller urbain, en gros. Donc, ça se passe à Londres, où on suit Alk, un jeune étudiant d'origine asiatique, plutôt apathique, qui préfère rester chez lui, pas sortir et tout, et qui découvre, après le meurtre du maire de la ville, l'arme du crime ensanglantée dans son manteau. Oh là là, dis donc. Wow. Et pile à ce moment-là, il y a Ellis, genre un inspecteur un peu bourru, qui sonne à sa porte. La cata. Qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc ça, c'est vraiment le pitch de base. C'est franchement une bonne surprise. Avec graphiquement un manga qui sort de l'ordinaire. Ah bah complètement. Moi je trouve que c'est un peu à la croisée des genres. Genre on est un peu entre une atmosphère londonienne qui est en vrai très réussie. Enfin moi je trouvais ça graphiquement très joli, avec un découpage presque cinématographique. Mais en fait c'est vrai que moi ça m'a presque fait penser un peu à du comics américain. On sent qu'il y a une inspiration justement européenne qui est très forte. Oui, ça fait très indé. Ouais, on s'éloigne clairement du manga habituel avec Lost Lad London. En fait ça s'explique
de base par l'histoire un peu atypique en fait de l'autrice qui a appris le dessin en Angleterre, enfin qui est partie du Japon et qui a vécu en Angleterre et qui a appris le dessin là-bas. Et apparemment d'ailleurs l'inspecteur serait inspiré de Idriss Elba. Bah, c'est clairement Luther voilà, quoi. C'est vraiment ça. Quand même. Et je trouve ça vachement intéressant. Bon après forcément scénaristiquement tu peux te poser un peu des questions genre attendez quoi, genre vraiment le gars il est arrivé chez lui pile à ce moment-là, il décide de l'aider. Enfin non, attends, t'es un inspecteur, t'arrives chez quelqu'un, il a l'arme du crime, tu dis pas ah non mais je te crois, je pense que quelqu'un essaie de... Oui, mais à un moment donné, quand tu lis, tu dois accepter aussi exactement. certaines choses. Non, mais moi, ça m'a pas dérangé du tout. À la base, toi, t'es cliente de ce genre de série britannique de type Luther ? Bah en fait pas tellement non. Alors moi j'aime bien le polar, les thrillers de façon générale, mais en fait c'est arrivé chez moi, je me suis dit tiens ça a l'air rigolo. Enfin ça m'a vraiment graphiquement ça m'a intrigué. Et après l'histoire moi ça m'a bien porté quoi. Pardon, la couve est super jolie. Enfin, elle est d'une. Enfin, elle sort vraiment du code manga aussi. C'est ça qui est intriguant. Et t'as envie de savoir. Elle dénote, ça c'est sûr. Ouais. Donc moi je sais pas. Non mais c'était super. Enfin vraiment belle découverte. Après j'attends de voir la suite forcément parce que j'ai lu ça il y a pas longtemps puis c'est sorti en octobre. Mais c'est assez court si j'ai bien compris. Il me semble que c'est en 3 tomes chez Kiun, donc je devrais avoir aussi la fin assez rapidement. Pour un thriller, c'est pas mal quand même d'avoir tout rapidement. Lost Lad London, c'est aux éditions Kiun. Merci à toi Clémence. C'est mon tour. Enfin mon premier chouchou. Vas-y, rentre dans la course. The Elusive Samurai. Je ne pouvais pas parler d'un autre manga que Elusive Samurai. C'est quasiment l'un de mes mangas préférés de l'année. Il s'agit d'une épopée qui relate la destinée d'un samouraï qui a vraiment existé. Hojo Tokiyuki, le héros, c'est le vrai nom d'une vraie personne. Même si son nom peut-être mentionné ici ou là dans des manuels scolaires japonais, personne le connaît vraiment, mais c'est une vraie personne, voilà. À la limite, si vous connaissez peut-être les armoiries de sa famille, parce que le symbole de la Triforce dans Zelda, mais oui, on en avait parlé dans l'émission. Exactement, c'est les bannières de la famille du clan Hojo. Donc on est dans une vision fantasmée de ce personnage historique, dans laquelle sa famille aurait aimé que lui devienne un grand samouraï du shogunat de Kamakura, mais les gens du domaine le décrivent comme quelqu'un de lâche, de paresseux, qu'il passe notamment son temps à fuir et à se cacher. Ça me rappelle quelqu'un dans un... Non mais ça rappelle le héros de Elusive Samurai. C'est presque normal parce qu'en fait il a été élevé comme ça, il a été élevé dans l'objectif d'être un héritier marionnette, donc il avait envie de rien faire, mais malgré tout voilà, se pensant prisonnier de cette destinée, il va malgré tout devoir se muer en héros, puisque la tragédie s'invite à ce moment-là dans le récit. Il y a une révolte, il y a un coup d'état qui décime toute sa famille, certains sont morts au combat, d'autres doivent se faire seppuku, et donc afin de devenir un héros, Hojo Tokiyuki a dû tout perdre. Il y a même une prophétie qui dit qu'il bouleversera l'avenir du Japon. Et donc pour cela, il doit mettre son sens de l'esquive et son talent hors pair pour survivre et échapper au danger au service d'une armée de résistance qu'il doit monter brique par brique, qui va finir par diriger. Donc étape 1, trouver refuge chez un prêtre chelou et s'associer à ses 2 premiers compagnons d'armes, et les premiers d'une multitude de rencontres, puisque là on va monter une armée entière. Et du coup là tu nous as bien raconté l'histoire, mais tu nous as dit que c'était ton manga préféré, mais tu nous as pas vraiment dit pourquoi c'était ton manga préféré. Parce que déjà c'est un manga de Matsui, l'auteur d'As-Class, d'Assassination Classroom, puis on est en face d'une multitude de métaphores comme Matsui sait bien le faire, tu sais. Par exemple on va avoir cette métaphore de la société moderne étouffante, avec les parents qui projettent leurs envies d'avenir sur les enfants, ou les événements qui te poussent à prendre des responsabilités que toi tu ne voulais pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça, tu dois grandir. Alors tu dois pas toujours grandir en voyant ta famille mourir et en montant une armée, mais c'est une métaphore en tout cas. Et puis ça enrobé dans un récit historique qui va se placer sur une ligne de véracité tendu, ouais. aléatoire, mais voilà, ça brode et ça fait un manga ultra jumpesque, puisque c'est un manga du Weekly Shonen Jump, amitié, effort, victoire, mais version Matsui quoi, la même que dans Assassination Classroom, mais cette fois lancé dans un récit de samouraï avec de l'errance, avec un jeu de dissimulation, avec des batailles, des stratégies, et puis la revanche qui est toujours là, bien au cœur du récit. Et du coup, il y a un point bonus, un peu un truc qui le rend aussi... bon, c'est du Matsui, donc c'est forcément différent, mais est-ce qu'il y a un truc en plus ? C'est un truc dont on avait parlé avec Cagnard quand on avait fait une partie d'une émission dessus l'année dernière, c'est que tous les ennemis sont représentés de manière démoniaque. Les autres seigneurs des différents territoires du Japon
ceux que Ojo Tokiyuki va devoir rencontrer, se muent en sorte de démons avec des yeux globuleux. C'est juste une représentation, hein, ça ne devient pas vraiment des démons. Mais comme ça, ils deviennent des démons dans le trait, dans le dessin de Matsui. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez fort parce que chacun de ses ennemis devient vraiment un monstre à abattre alors qu'on est dans quelque chose, dans un récit historique. Et justement, cette partie historique, il y a un truc. Est-ce qu'il la décrit bien ? Est-ce qu'il y a un truc en plus là, à ce niveau-là aussi, en fait, alors t'as un carnet, mais en fait, au début, je me suis dit. Super, il y a 10 pages d'histoire du Japon à la fin. Alors qu'il aurait pu avoir des pages de manga. Ouais, c'est ça, c'est les fadés quoi. Et en fait, du coup, tu commences à lire, tu fais c'est intéressant. Puis t'enchaînes, t'as un gros cahier comme ça d'informations sur l'histoire du Japon. J'oublie aussi vite que je lis, mais je suis content au moment où je le lis. Et l'auteur en plus a fait appel à des spécialistes pour pas mal de détails. Tous les motifs des kimonos, c'est des spécialistes en motifs de kimono. Alors dit comme ça, c'est original parce qu'on n'a pas de spécialistes en motifs de kimono en France, mais au Japon ça existe. Et il fait appel à ces gens-là. Ils ont des spécialistes en armes de cette époque-là, en armure de cette époque-là. Il fait appel à des calligraphes pour toute la partie calligraphie de l'œuvre, à chaque fois pour être plus proche du réel dans un manga qui lui est fantastique parce que ce que fait Tokiyuki. Ça n'a rien de réel. Non, pas vraiment. Donc voilà, ça s'appelle The Elusive Samurai. C'était un de mes mangas préférés de l'année 2022. Et on a déjà plus de 4 tomes en France sortis. Donc en plus, ça peut se dévorer. En revanche, attention, c'est pas 20 minutes de lecture. Non. Ouais, je me souviens, moi j'ai lu que le 1, mais ouais, c'était déjà bien dense. C'est dense. Mais après, c'est un peu notre chouchou. Oui, il est à part quand même. Ça fait plaisir de voir cet auteur. Je suis pas sûr qu'il va gagner en popularité avec cette série. Je pense qu'il en gagnait plus avec Assassination Classroom. Mais je suis content d'avoir un récit comme ça, un shonen comme ça. Je suis plutôt content. Après, vu la richesse du récit, le jour où il y a un animé, si l'animé est bien fait, il y a moyen que ça booste bien comme il faut la popularité. Elusive Samurai, donc c'est aux éditions Kana. La suite, Julie, c'est avec toi. On change d'esprit, mais on va du côté de Kyoto avec la maison des Maiko. Oui, tout à fait. J'en avais un tout petit peu parlé la dernière fois. La semaine dernière, tu vois, dans ta conclusion, tu l'as name droppé quoi. Mais c'est déjà ça. Donc l'histoire est très simple. On suit donc 2 jeunes lycéennes qui quittent le nord du Japon pour s'installer à Kyoto et réaliser leur rêve donc de devenir des Maiko, donc des apprentis geisha. Alors, tout de suite, on se dit, oula, le monde des geishas, c'est quelque chose qui est très exotique, etc. C'est moderne ou ça se passe... Oui, c'est moderne, c'est complètement moderne. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que tu vois quelles sont les conditions de vie et de travail des jeunes filles qui décident de choisir cette voie. En 2020, quoi. En 2020. Et si donc Sumire est douée et se fait vite remarquer pour justement passer les échelons à vitesse un peu accélérée, et son amie d'enfance Kyo, elle est plus rêveuse, plus maladroite, et au final, elle est presque, on lui dit qu'elle va prendre la porte. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la maison qui les héberge, donc c'est tout un système de pension, etc., qui perd sa cuisinière, et donc Kyo, qui s'habille un petit peu en cuisine, va devenir la cuisinière attitrée de cette maison de Maiko. Tout en continuant à vouloir être et non, bien sûr, ça c'est pas possible. Ah non, on peut pas faire les deux. Juste, on voit un peu ce que font les geishas en 2020 aujourd'hui dans ce manga. Genre quoi ? En tout cas, oui, parce que dans le début, enfin, comment dire, sans aller de façon très didactique sur la façon dont elles prennent les cours ou quels sont leurs emplois du temps, etc. Tu vois bien que y a une espèce d'emploi du temps, elles doivent apprendre plusieurs arts, s'entraîner très très régulièrement, plusieurs fois par jour, pour les maîtriser. Donc ça va être la danse, ça va être composer des poèmes. Bon, ça on le voit moins, mais bon, je te le dis parce que voilà, je suis sympa. Mais il y a aussi tout tout ce qui a trait à l'art traditionnel et qui, en fait, à la base, les Maiko et les geishas sont là pour animer des soirées, des banquets, des événements spéciaux. Et c'est cet apprentissage-là qui, effectivement, est de plus en plus rare. Et je pense même qu'il ne se fait pratiquement plus qu'à Kyoto. Enfin, mais c'est peut-être une idée, un peu un cliché. Et qu'est-ce qui t'a plu du coup dans ce titre, dans la maison des Maiko ? Justement, c'est le mélange entre cet univers inconnu
parce que les Maiko, voilà, elles habitent dans des quartiers fermés. Très souvent, à tort, on a pensé en Occident que c'était des sortes de prostituées, alors que pas du tout. Parce qu'elles étaient parquées dans des quartiers réservés avec des conditions de vie très strictes. Et même maintenant, donc c'est des jeunes filles. Même s'il y a eu quelques affaires récentes un peu ouais, il y en a étranges, qui sont sorties du lot, parce que j'imagine, c'est quelque chose qui, comment dire, a dû s'adapter pour survivre, et il y a eu des endroits où c'était peut-être pas aussi réglo que dans que tel voudrait l'éthique, et là on est quand même dans une version très rose et bienveillante, parce que l'idée c'est que les jeunes filles soient bien, même si par exemple elles ont tout leur accès aux nouvelles technologies leur est interdit pendant leur travail. Elles n'ont pas le droit d'utiliser certains moyens de transport. Elles n'ont pas le droit de faire certaines choses. Et c'est un renoncement pour ces jeunes femmes-là. Donc l'idée, c'est un titre qui est catégorisé shonen au oui, Japon. Et il a eu un prix pour ça. Donc tout ça pour dire que tu as cette surprise de l'exotisme, mais il y a le côté très rassurant de la cuisine que fait Kyo, et enfin ça c'est génial. Enfin, je pense que il y aura des gens qui vont se dire mais attends, j'ai envie de tester, et en tout cas c'est super parce qu'elle te dit vraiment comment elle fait ses recettes, donc tu peux tester les recettes. Il y a du poulet frit dedans ou pas? Oui. Ah cool, c'est bon. Validé. Voilà, et non, ce qui est cool pour terminer, c'est qu'effectivement, là pour le coup, on est sur un manga qui est très bonne réputation au Japon. Donc il a eu le prix du meilleur shonen du 65e prix Shogakukan en septembre 2022. Et en plus, il y a une série live qu'on pourra voir sur Netflix. À partir de janvier. Là, j'ai vu la bande-annonce. Je crois que c'est en ligne depuis à peu près une semaine. Ok. Ouais. La Maison des Maiko, c'est donc sorti cette année aux éditions Noéve Graphics. Merci Julie. Clémence, c'est ton tour avec un manga qui s'appelle The Ice Guy and the Cool Girl. Ouais, enfin, moi je l'appelle la meuf stylée et le gars glaçon. C'est un auditeur qui l'avait recommandé sur le Discord, donc j'ai été un peu intriguée. Et en gros, on suit l'histoire donc de deux employés de bureau et de leur romance naissante, puisque c'est clairement une histoire de romance. Et donc il y a Fuyutsuki qui est une jolie jeune femme très calme, rationnelle, et Imuro qui n'est autre que la réincarnation d'une femme des neiges. Ouais. Rien que ça. Et qui du coup a un peu la fâcheuse tendance à tout geler sur son passage dès qu'il ressent des émotions fortes. Oula. Sauf qu'en fait, Imuro, il est amoureux de sa collègue, et donc forcément, dès qu'il se passe un petit truc, en gros, le bureau se transforme en blizzard. Voilà, donc c'est très sympa. Non, en fait, moi, c'est vraiment un de mes chouchous de l'année. C'est drôle, c'est mignon, c'est bien dessiné, c'est très attachant. Alors ok, on n'est pas sur un manga qui vient révolutionner le genre, mais... Oui, enfin, tous les coups de cœur sont pas censés révolutionner. Ouais, c'est ça. Le principe, c'est que ça plaise à toi, quoi. Moi, j'ai adoré le lire, et j'étais vraiment contente de pouvoir lire la suite. Voilà, ce qui n'arrive pas systématiquement, donc je me suis précipitée pour acheter la suite, donc c'est plutôt bon signe. Il y a même des trucs, des fois, tu sais, on les lit, on fait c'est sympa. Finalement, on le laisse là et on oublie. Ouais. Là, pas du tout. Là, je suis contente. Mais c'est souvent bon signe dans ces cas-là. C'est ça. Après, voilà, c'est de la tranche de vie. Peut-être que Johnny sera content de le lire. Et pour petit pour maintenant qu'il est fan de tranche de vie, c'est clair. Oui, voilà, il pourra découvrir ça. Et petit point bonus, il y a une adaptation en animé qui est prévue pour cette année. Effectivement, ça s'y prête bien parce que donc c'est plein de petites situations. On découvre au fur et à mesure des personnages secondaires, tout ça. Et moi, ce qui m'amuse, c'est la façon dont c'est arrivé. En fait, ça me fait un petit peu penser à Veil, par exemple, où en gros, c'est une histoire qui a commencé à être publiée sur le compte Twitter de l'autrice, du coup, Miyuki Tonogaya. Et voilà, moi, j'aime bien ce genre de petites pastilles. The Ice Guy and the Cool Girl, c'est sorti aux éditions Mangetsu. Robin, on change radicalement, et je crois que radicalement est le bon mot, d'ambiance, avec un titre de Endo qui s'appelle MM Artist. Mixed Martial Artist de Hiroki Endo. En gros, l'histoire, c'est ça parle de MMA, hein. C'est quand même le titre. Ce qui n'était pas évident avec le premier titre de cette œuvre. Mais qui est le titre d'ailleurs de la série, le titre international, c'est All Rounder Meguru, donc forcément c'est moins parlant. L'histoire, c'est l'histoire donc de Meguru, qui est un jeune lycéen et qui va évoluer en fait dans le monde un peu impitoyable, ou en tout cas difficile, du free fight, donc du MMA, qui s'appelle aussi le Shoto, parce que c'est un sport qui a été, une discipline
discipline qui a été inventée. Quand elle a été inventée, c'était avec ce mot-là. Et donc, on va le suivre dans son apprentissage, son évolution des techniques de cette discipline, et surtout ses retrouvailles avec un de ses meilleurs amis d'enfance, qui deviendra en fait très rapidement un rival pour lui, un rival farouche, une espèce d'horizon pour lui, pour se dépasser, pour atteindre son niveau, parce que son ami d'enfance est devenu bien meilleur que lui dans cette discipline. Et donc à travers les entraînements et les combats de Meguru, on va à la fois découvrir des nouveaux personnages, partager son quotidien, etc. Et surtout plonger dans cette discipline qui s'avère finalement moins bourrine qu'elle n'y paraît. Oui. Oui, ça reste. C'est juste Endo qui l'a peut-être rendu un peu moins bourrine. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au final, le MMA. Enfin, moi, j'aime bien regarder de la boxe à la télé ou les arts martiaux, enfin, les sports de combat, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Mais le MMA, j'ai toujours été assez hermétique parce que je comprenais jamais rien. Les gens, ils se battent et ils finissent au sol et ils roulent par terre pendant 10 minutes, et puis il y en a un qui tombe dans les pommes à un moment donné, puis du coup, l'autre a gagné. Et du coup, c'est pour ça que c'est une discipline qui m'a jamais tellement intéressé d'un point de vue quand je regarde des matchs. Mais là, je trouve qu'effectivement, il y a le savoir-faire d'Hiroki Endo dans cette série. Il arrive vraiment à rendre ça complètement fluide, complètement lisible. Enfin, pour moi, Hiroki Endo, en plus, je suis un peu aussi dans la relecture d'Eden, donc forcément, je suis obligé un peu d'y penser, mais c'est un des meilleurs raconteurs en manga à l'heure actuelle. Moi, je trouve qu'il a une espèce de... moi franchement des mangas aussi fluides à lire, même je me rappelle aussi quand il y avait eu Soft Metal Vampire chez Saka, c'est pas un grand manga mais il avait pareil cette espèce de fluidité, de limpidité de lecture avec un dessin qui va à l'économie aussi, et je trouve d'ailleurs il a épuré son dessin par rapport à Eden qui allait plus loin dans les détails, en plus ça parle beaucoup c'est de la SF, de trucs un peu SF avec des armes et tout, futuriste machin. Là il a vachement épuré son truc, on est sur un truc beaucoup plus quotidien, c'est presque une chronique sociale avec, ok il y a de la baston mais en soi c'est une espèce de chronique sociale un peu contemporaine, et en épurant un peu son style et tout, il arrive à je pense être encore plus fort dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire raconter vraiment. Il a cette qualité et il arrive vraiment à me passionner pour un sport dont j'avais pas grand chose à faire à la base, quoi. Donc c'est là où il est très fort. Et c'est clair, on comprend ce qui se passe dans les combats, dans les... clairement, parce qu'il y a des phases narratives vraiment d'évolution de personnages, mais il y a aussi des vraies phases d'entraînement, d'apprentissage des techniques, des trucs carrément avec des schémas de machin et tout ça ça t'apporte de la connaissance et ça nuit jamais au rythme de lecture. Il y a vraiment c'est cette fluidité qui est assez exemplaire chez lui, et en plus il arrive même aussi à s'autoriser à rajouter des petites pointes d'humour. Genre moi il y a une scène qui m'a bien fait marrer dans le tome 1, c'est quand il est en train de s'entraîner à faire justement ces fameuses prises au sol où tu sais t'attrapes ton adversaire et il fait ça avec un coussin dans sa chambre, et il y a genre sa grande sœur qui le voit et qui est en train de se dire qu'il est en train de se branler, tu vois. Et elle fait mais qu'est-ce que t'es en train de faire et tout. Et donc t'as ces espèces de... il arrive vraiment à... Et ça vient après toute une phase où justement il t'explique les différentes techniques pour se sortir d'un adversaire qui t'a attrapé la nuque à ce moment-là et tout. Donc tout ça tout ça cohabite dans une série qui garde un cap vraiment limpide, quoi. Et ce manga aurait pu être dans l'émission de la semaine prochaine. Oui, parce que en fait il avait été publié par Panini entre 2011 et 2014 sous son vrai nom international, à savoir Allrounder Meguru, et puis finalement il avait été abandonné après 3 tomes. Je pense que Panini s'en était bien pris plein la gueule aussi pour avoir abandonné cette série, parce que effectivement c'est une super série. Je pense qu'il y a plein de gens elle a une belle cote d'amour parmi les gens qui l'avaient lu à l'époque, et donc je trouve ça très cool qu'aujourd'hui on puisse la voir dans une nouvelle édition finalement qui est presque une première édition, tu vois. C'est ça, c'est-à-dire que changement de nom, le bouquin avait été abandonné au bout de 3 tomes, on s'est dit que ça avait peut-être un peu plus sa place dans les chouchous que dans les rééditions, surtout qu'on avait plein d'autres titres à mettre dans les rééditions. Parce qu'en fait c'est pratiquement comme si on donnait une première chance au titre, puisqu'on va enfin pouvoir l'avoir en entier, quoi. D'ailleurs la promesse est écrite dès le tome 1, il y a écrit derrière une histoire en 17 volumes, donc tu sais que tu vas les avoir tous, quoi. Donc ça c'est plutôt chouette, et moi vraiment je suis vraiment je suis vraiment fan de Endo. Je m'en suis rendu compte en lisant Mixed Martial Artist. Je me suis dit vraiment ce mec est vraiment très très fort. Mixed Martial Artist, c'est aux éditions Pika. On reste chez Pika et on reste dans la baston avec toi, Cagnard, et avec le manga Black Box.
Bah ouais, même salle, même ambiance, les combats, on aime bien ça. Donc moi j'enchaîne avec Black Box qui est publié chez Pika. Black Box, c'est un manga de Tsutomi Takahashi qu'on connaît bien déjà, c'est l'auteur de Sido, de Soul Keeper. Et lui aussi au final c'est un petit peu un revival parce que c'est un auteur qui était déjà publié en France, mais ça devenait très compliqué de trouver ses bouquins. Et puis là, à la manière de Endo, au final ces bouquins on peut maintenant plutôt facilement les trouver. Et donc de quoi nous parle Black Box ? Et alors le pitch de Black Box, on va suivre l'ascension du jeune Ryoga Ishida dans le monde professionnel de la boxe. La particularité de ce boxeur, c'est qu'en plus d'être extrêmement pauvre, il est aussi le fils et le frère de 2 meurtriers qui sont actuellement emprisonnés. Du coup, ça va lui donner une réputation de boxeur qui provient d'une famille de tueurs. Donc, c'est une espèce de bad guy avec un storytelling dégueulasse. Et en plus, il veut devenir champion du monde. Et c'est ça le truc qui t'a plu, c'est que ça soit un bad guy ou t'as quand même trouvé d'autres... Alors il y a plein d'éléments qui ont fait que j'ai aimé ce manga. Enfin non, j'ai même plus qu'aimé, je l'ai vraiment adoré. Alors la première chose, c'est que c'est un manga, je trouve, qui est poétiquement violent, tu vois. C'est tellement beau, c'est tellement fluide, c'est quasiment épuré dans le dessin, et à l'inverse, en même temps, c'est horrible sur ce que ça va raconter. C'est gore d'un point de vue graphique, mais ça l'est encore plus d'un point de vue sociétal. C'est vraiment un mélange, je trouve, une synergie parfaite entre tous les différents éléments de ce manga. Au final, l'une des choses que j'ai préférées dedans, c'est que le héros, c'est un enfoiré au possible, quoi. Au final, en le lisant, je me disais, putain, il représente vraiment un échec en termes de relations humaines. Il a eu une éducation de merde. Et bah, du coup, maintenant, le mec est devenu complètement antisociable. Du coup, t'as un petit peu du mal à te rapprocher de ce gars, mais en même temps, c'est l'anti-Hajime no Ippo. Du coup, j'aime bien ce truc-là, ce parti pris, tu vois, de dire, la culture Coubertin, bah vas-y, on s'en fout. Tu peux être une saloperie et devenir un bon sportif aussi. Et puis au final c'est toujours agréable d'avoir un personnage qui est aux antipodes de ce qu'on imagine d'un héros, et en plus là t'as une vraie opposition avec son adversaire principal que tu vas retrouver plusieurs fois dans le manga. Et ce qui est cool, c'est que lui aussi c'est une enflure. Du coup il y a même pas ce truc un peu genre les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Non, tout le monde est vraiment pourri dans ce manga. Mais ça c'est le vrai point aussi quand t'as un rival de tous les mangas de Ring, que ce soit dans Mixed Martial Artist, j'ai utilisé anciennement, que ce soit dans Black Box, que ce soit à l'époque dans Ashita no Joe, et ainsi de suite. Chaque fois, quand t'as un rival qui vaut le coup, ça c'est vraiment chouette. Black Box donc aux éditions Pika. Cagnard, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose ? Ouais, un petit dernier point, c'est les couvertures du manga que je trouve vraiment magnifiques pour le coup. Elles sont dans le plus pur style des affiches de rencontres de boxe des années 60-70, tu sais, quand tu vois Mohamed Ali, Frazier. Et tu sais, t'as les 2 boxeurs qui font face aux spectateurs avec un papier un peu joli, un peu vieilli. D'ailleurs, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, au final, les affiches de MMA, c'est exactement les mêmes maintenant. C'est juste que c'est un fond noir, mais c'est vraiment toujours les mêmes affiches, ça n'a jamais bougé. Et en plus, ça va t'annoncer les personnages qui vont être mis en avant dans le tome. C'est vraiment une super série. Elle est vraiment géniale. La suite, c'est un autre combat, un combat avec les mots, puisque c'est mon deuxième coup de cœur dans cette émission, et un des mangas aussi qui m'a le plus touché cette année. S'appelle La Grande Traversée. Là, on est vraiment aux antipodes de ces deux mangas de baston. La Grande Traversée, c'est l'histoire de la fabrication d'un dictionnaire nommé La Grande Traversée. Alors oui, dit comme ça, effectivement, ça va pas vendre du rêve. Ah, on est d'accord. Je trouve que l'album d'Astérix a l'air plus intéressant, La Grande Traversée. C'est ça. Non, on y rencontre donc Mitsuya Majime qui travaille au service commercial d'une maison d'édition, mais son amour pour le juste mot, pour la juste définition des choses, va l'entraîner au service des dictionnaires dans lequel il va se faire transférer. Nouveaux collègues, nouvelle vie, même une histoire d'amour l'attend dans cette aventure qui est difficilement imaginable que la fabrication d'un nouveau dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un dictionnaire en japonais ? Il y a ça aussi qui est très important puisque ils n'ont pas un alphabet. Oui. Qu'on ne conçoit pas les dictionnaires de la même manière. Donc, en tant que lecteur européen, tu as ça aussi à découvrir, et c'est vraiment passionnant. Et puis, tu as une histoire. T'as une histoire pour ceux qui aiment tous les mots au sens large. Ceux qui aiment les mots vont aimer La Grande Traversée. L'équipe qui
qu'on soit, le dictionnaire est rempli de membres très originaux et l'histoire en soi elle devient inspirante parce que les relations des uns et des autres t'intéressent, plus cette trame de fond qui est la conception d'un dictionnaire, voilà, et comme souvent le concept est improbable, mais justement plus ça peut paraître ennuyeux, plus ça peut paraître improbable, plus c'est fait par quelqu'un. Non, plus c'est fait par quelqu'un qui a vraiment un talent incroyable pour écrire et les bons raconteurs d'histoire en général, tu leur donnes un concept comme ça et ils te font un truc de fou, et c'est le cas avec La Grande Traversée. Et du coup, j'imagine que ça doit être une tannée à traduire un manga qui parle de mots. La Grande Traversée fait partie des mangas sélectionnés pour le prix Konichi de la meilleure traduction. Évidemment, ouais. Non mais chaque fois je me dis mais comment ils ont fait, puis je découvre les choses au fur et à mesure, ça c'est malin, bravo, super. Après je lis pas couramment le japonais, donc bien sûr, mais... c'est toujours un peu compliqué de juger parfaitement de cette traduction, sauf que dans la version française ça marche quoi. C'est ce d'ailleurs une bonne traduction, c'est ce qu'on avait dit dans l'émission, on la remarque pas. Bref, donc voilà, ça s'appelle La Grande Traversée, c'est aux éditions du Lézard Noir et c'est l'adaptation manga d'un roman éponyme écrit par Shion Miura qui est paru en septembre 2011 au Japon, qui s'était écoulé à plus de 400 000 exemplaires la première année, et c'est énorme. C'est un vrai succès. L'année suivante, ce roman avait décroché le Grand Prix des libraires japonais. Ça aussi, souvent, c'est un prix qui parle. Et il a déjà été adapté 2 fois. Un long métrage live, comme souvent au Japon, et puis un animé de 11 épisodes qui lui est dispo en France sur Amazon. Ok. Et c'est chez qui ? C'est au Lézard Noir. Ah, c'est marrant que le Lézard Noir ait eu du coup un titre qui est aussi populaire, on va dire, entre guillemets, au Japon. C'est assez rare de leur part, non ? Parce que c'est un bouquin peut-être un peu plus difficile à positionner sur le marché français. C'est un bouquin grand format, 18 €. C'est pas forcément évident non plus. Okay. Alors que c'est pile pour le lectorat du Lézard Noir. Totalement, carrément. Ça s'appelle donc La Grande Traversée. La suite avec toi, Julie, qui avait aussi adoré ce manga. Mais là, on parle d'un titre qui est chez Kiun et ça s'appelle La Danse du Soleil et de la Lune. Ouais, c'est super joli. Donc, écoute, c'est une histoire. C'est vrai que le titre est joli. Ouais, une histoire d'amour et d'ésotérisme autour d'un samouraï maudit, puisque Konosuke ne peut pas toucher le métal, ce qui est très fâcheux quand on est samouraï et qu'on doit vivre par le sabre et limite vivre et mourir par le sabre, et il ne peut faire ni l'un ni l'autre. Donc il est vraiment désespéré, ce garçon. C'est surtout une époque où le plastique n'existe pas encore. Donc globalement tout est en métal. Oui. Et c'est vrai qu'il est au dernier degré de la dépression parce que c'est quelque chose qu'il a toujours eu dans sa vie. Et au moment où il est le plus désespéré, où il essaye de se suicider par n'importe quel moyen, etc., une femme mystérieuse, Tsuki, souhaite se marier avec lui. Une femme qui est d'une beauté mais renversante, quoi. Et il se dit, mais moi, le pouilleux, elle veut se marier avec moi. Et donc, il doit se pincer pour y croire. Et c'est très marrant, ce passage, parce que on sait pas forcément comment elle arrive, pourquoi elle arrive. Non, c'est très flou, mais tu te laisses emporter, quoi. Mais c'est comme dans un conte. Elle apparaît sous la lune comme ça, et puis elle est déjà habillée en mariée et ils se connaissent pas, mais voilà. Et il a dit oui, il a bu le saké. Et voilà. Je suis d'accord, on dirait vraiment un conte. C'est très poétique, tu sais pas, mais encore une fois, tu te dis oui, bon, pourquoi pas. Franchement, c'est trop beau. Ce manga est bien, avançons. Exactement. Et le truc, c'est que bon, malgré tout, il y a quand même cette comment dire, on voit très vite qu'elle est entourée de forces magiques ancestrales et pas très bienveillantes pour le coup. Je sais pas si on le voit si vite que ça. Faut bien attendre la fin du tome 1 pour comprendre qu'il y a autre chose. Ouais, mais moi j'ai trouvé que c'était bien parce que tu prenais ton temps, ça allait, le décor se met en place petit à petit et en tout cas graphiquement c'est servi, waouh, c'est un régal pour les yeux. Enfin moi c'est un de mes mangas les plus beaux de cette année. Oui, non, ça c'est clair. Du côté de l'autrice, elle avait déjà signé Kasane en France, qui était également sorti aux éditions Kiun. Et puis dans ce titre, outre la partie yokai mystérieuse, en fait on sait pas si c'est des yokai vraiment, on a d'autres choses aussi. Oui, mais disons que en fait
il y a une ambiance vraiment qui est à la fois, comme on disait, poétique, pleine de grâce, il y a du mystère. C'est vraiment comme un conte ancien. Et en plus, il y a des scènes d'action, il y a des scènes de magie qui sont vraiment époustouflantes, quoi. Donc il y a une espèce de dynamisme, de vitalité. C'est pas quelque chose qui va être figé. Je sais pas trop si on comprend ce que je veux dire. Mais si, par exemple l'attaque de la maison, parce qu'ils se font attaquer très vite dans le tome 2 ou 1. Bref, au début, ils se font attaquer. C'est super dynamique, quoi. Oui. Je veux dire, c'est une vraie grosse scène d'action, quoi. Et après, on part aussi dans de l'aventure qui est juste dans un autre rythme, qui n'est pas celui des mangas d'aventure habituels. Très vite, il y a plein d'autres, une galerie de personnages qui s'ajoutent à ce duo un peu mal assorti, quoi. Mais en tout cas, moi, il y a une autre chose qui m'a fait beaucoup aimer ce titre, c'est que, en fait, ça faisait longtemps, j'avais pas vu de titre qui, comme celui-là, t'aidait à mieux appréhender la façon de vivre des samouraïs, leur façon de penser, parce que là tu vois à quel point il y avait des rituels, il y avait des codes, il y avait des choses qu'on a oubliées, même au Japon, qui là sont remis en avant, l'importance de vivre avec honneur, de pouvoir vivre selon son rang social, etc. Et en tout cas pour cette ambiance là, je trouve que c'est très réussi. La danse du soleil et de la lune, ça c'est le titre français. Ouais. En japonais, ça donne quoi le titre original ? C'est Taiyo Totsuki no Hagane, donc c'est plutôt l'acier du soleil et de la lune. Donc même le titre original est plein de mystères. Et en fait, moi je trouve que la poésie du titre VF est superbe. Et c'est donc sorti cette année aux éditions Kiun. Quelques derniers coups de cœur de ton côté, Julie. On va avoir New Love, New Life par exemple. Oui, de Nemu Yoko. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, ça fait partie un peu de ce nouveau, de leur collection Life. Du label Life, ouais. Et c'est la suite de New Job, New Life. Voilà, et donc ça c'est super sympa. Parce que tu retrouves les personnages que tu avais bien aimés déjà dans la première série. Et c'est comme une saison 2 finalement d'une série télé et tout. Et j'ai trouvé que c'était hyper frais. Ça parle de la jeunesse tokyoïte, des premiers boulots, premiers amours, etc. Et c'est aussi une très bonne réflexion sur le monde du travail, pour dire les choses de Après, façon ça reste le monde du travail japonais. Voilà, tu te dis, les barges. Déjà, le nôtre, il est pas toujours ouf, mais alors là-bas... ouais, lisez-le pour vous rendre compte. C'est ça. New Love, New Life, donc. Et puis, on vous l'avait promis, on fait quelques petites recos qui sortent du manga. Toi, tu voulais parler de recettes de famille ? Oui, parce que c'est une BD que on m'a conseillé et que j'ai trouvé que c'était... très reposant, parce que tu vois, tu lis des mangas, c'est toujours camailleux de gris, de noir, de blanc, et là c'est un des albums BD que j'ai lu cette année qui était le plus coloré, quoi. Et l'histoire est super bien ficelée autour de deux frères qui vont vouloir créer leur restaurant à Londres, et ils vont galérer, ils vont pas être d'accord, ils veulent des choses différentes, et il y a une chose qui va leur permettre de percer dans ce milieu de la gastronomie, bistronomie, tu vois, un peu londonienne, Top Chef et compagnie. Et en fait, c'est peut-être pas une très très bonne idée de recette, quoi. Je veux pas en dire plus, parce que c'est quand même, ça fait partie du plaisir de lecture de découvrir qu'est-ce qu'on nous sert dans les restos. Eh bien, si vous voulez justement vous faire une petite tranche de changement, ça s'appelle Recettes de famille. Robin, on revient au manga avec un autre petit chouchou, si tu veux dire quelques mots sur les œuvres de jeunesse de Fujimoto qui aurait pu être avec Look Back dans le classement, mais je pense que tout le monde s'est dit c'est des one-shots, il y a déjà un Fujimoto. Ouais, et puis moi, de toute façon, en général, dans mes chouchous, il y a toujours des trucs avec des histoires courtes, donc il fallait que ce soit cela. En plus, je triche un peu parce qu'il y a 2 volumes en un, tu vois. C'est les œuvres de jeunesse, alors qu'il y a 2 volumes. De toute façon, on en avait un peu parlé pendant l'émission qu'on avait consacrée à Fujimoto. Je trouve que c'est très cool aujourd'hui de se rendre compte qu'on peut avoir, de la part d'un éditeur, une vraie politique d'auteur aussi, avec un auteur qui est récent, tu vois, pas forcément dans un truc de réédition, justement,
justement on parlait d'Endo tout à l'heure, mais qui est un auteur un peu plus installé, qui est là depuis plus longtemps quoi. Là lui c'est vraiment un auteur de son temps, et malgré tout on a déjà accès à tu vois, ses premières œuvres et tout, et franchement moi je trouve que c'est génial de pouvoir voir d'où vient un mec et d'où vient le génie d'un mec que bah voilà, la plupart des gens du milieu reconnaissent aujourd'hui, et c'est très cool d'avoir accès à ça quoi. Pour ceux qui l'ont lu, c'est envie de... Est-ce que tu as une histoire préférée? Bah j'aime bien la toute première, avec même les si poules. on aime tous l'histoire avec les poules. En termes de dessin, clairement bah, c'est la première chronologiquement, donc c'est pas là où son dessin est le plus abouti, mais franchement il y a toute la folie et le côté barré des concepts qui est déjà là quoi. Donc ouais, celle-là j'avoue elle est marquante, et aussi parce que c'est la première que tu lis dans le recueil je pense. C'est aux éditions Crunchyroll maintenant, et est-ce que tu as envie de recommander une petite bande dessinée qui est aussi spécialiste de bande dessinée? Ouais. T'as bien une BD pour les lecteurs de manga? Bah oui, donc je voulais parler d'une BD qui s'appelle Zoc, qui est parue chez Dargo. C'est un premier album d'une jeune autrice qui s'appelle Jade Ko. Elle doit avoir genre 22-23 ans quoi. C'est un petit peu énervant les gens qui sont doués aussi comme ça, aussi jeunes. Et Zoc, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs parce que c'est vraiment une BD qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée hybride. On est vraiment sur des auteurs qui sont d'une génération qui a été bercée par les mangas, et qui, s'ils font pas du manga, bah, leurs influences manga elles sont vraiment prégnantes dans ce qu'ils font quoi. Et là Zoc, bah en gros l'histoire, enfin il y a graphiquement on voit tout de suite l'influence manga, animation, etc. Parce que même si c'est en couleur, d'ailleurs les couleurs sont très jolies, il y a clairement des inspirations à ce niveau-là, mais c'est aussi je trouve dans la manière d'assumer des espèces de concepts très originaux que peut-être en BD franco-belge on avait un peu on n'avait pas trop, et là aujourd'hui je trouve qu'il y a toute une nouvelle génération d'auteurs qui assument des espèces de concepts comme ça, parce que l'histoire de Zoc en gros c'est l'histoire d'une gamine qui s'appelle Zoc, qui a un pouvoir, c'est que ses cheveux attirent l'eau. Et en gros bah, ça va l'emmerder parce qu'à chaque fois qu'elle se balade près d'une rivière, il y a une espèce de flaque d'eau qui se met à la suivre comme ça et tout. Et donc tout l'enjeu du bouquin, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de ce pouvoir finalement qui l'emmerde un peu, et en fait elle va essayer d'en tirer parti pour aider les gens quand il y a des inondations. Elle va attirer l'eau du village pour l'éloigner, etc. Mais après il va y avoir aussi toute la question sur les conséquences de ses actes, parce que du coup cette eau qu'elle traîne avec elle, qu'est-ce qu'elle va en faire? Et en fait elle va rencontrer un autre personnage, là je spoil un tout petit peu mais j'en dis pas plus, qui s'appelle Yok, et qui va lui avoir aussi un pouvoir qui va lui permettre à eux deux ils vont pouvoir finalement tirer profit de leur pouvoir pour aider les gens quoi. C'était la recommandation BD de Robin pour des lecteurs de manga, Zoc aux éditions Dargo. On reste en bande dessinée et on va aux éditions Sarbacane avec toi Clémence. Je tiens à dire que c'était trop dur de choisir la BD que je voulais recommander parce que tu m'as dit que je pouvais parler que d'une seule. Bah oui, parce que sinon on fait une émission de 17h et on en finit. C'est vrai, plus. non mais t'as raison. Du coup j'ai choisi, je voulais recommander le titre Voleuse de Lucie Briand. C'est son premier roman graphique et c'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois ces dernières années. Et en gros ça raconte, donc c'est une histoire d'amour entre deux lycéennes qui sont embarquées dans une sale affaire d'objets volés. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon ça va partir dans les détails, on ne comprendrait plus rien. Et ce qui est sympa, c'est qu'on sent bien toutes les inspirations, je trouve, de l'autrice sur du shoujo japonais, de la romance un peu teenage feel good américaine, aux histoires un peu doux amères à l'anglaise. Et voilà, en plus, forcément pour moi, c'était un petit coup de cœur de voir une romance lesbienne qui est aussi joliment écrite et dessinée. Donc voilà, c'est une lecture qui est très agréable, qui est douce. Moi, je dis qu'il fait du bien à l'âme. Enfin, là, on est un peu dans le chiquet. En plus, pour un grand public, je trouve. Voilà, donc c'est chez Sarbacane. Il y a 3 T sur Télérama. et dernier petit point bonus, elle a un compte Twitter, l'autrice, qui est à mourir de rire. C'est comme ça que je l'ai rencontrée pour la première fois, et où elle parle du jeu Genshin Impact et qui s'appelle justement Luchi in Gacha Hell. Je trouve ça trop bien. Elle fait plein de petits dessins justement dont on en parlait l'émission tout à l'heure d'ailleurs, ce que je raconte. Voilà, c'est vraiment trop bien. Donc ça s'appelle Voleuse, c'est sorti chez Sarbacane, et puis tu voulais aussi recommander Phoenix. Bon, on en parle la semaine prochaine, tu seras pas là dans mais la prochaine émission. C'était aussi une des rééditions que j'attendais le plus cette année pour pouvoir enfin découvrir du coup ce chef-d'œuvre. Et maintenant que tu l'as découvert, c'est super. Oui. C'est long quand même, c'est très gros. C'est très ouais, mais en même temps, alors oui, ça peut prendre un dimanche après-midi. Mais t'es content à la fin. Ouais, mais je l'ai pas lu en une fois. Faut pas avoir des enfants dans le passage. Faut pas avoir, oui, c'est sûr. Oui, mais faut jamais avoir d'enfants dans le passage. C'est une lecture, c'est un classique, quoi. C'est à recommander. Les rééditions, ça sera donc pour la semaine prochaine. Et oui, on reparlera donc de Phoenix.
Mais quelques dernières recos, mes derniers coups de cœur aussi pour cette émission. Je voulais qu'on parle de Toggenanki. Toggenanki, c'est un manga qu'on a tous pas trop mal aimé. Même bien aimé au départ. Ouais, mais bien aimé, non. En gros, il était au-dessus de 7 sur 10 pour toute l'équipe. C'était juste pas suffisant par rapport au reste des sorties. Je fais partie de ce dont je suis en fait celui qui l'avait le mieux noté parce que ça a été ma lecture Toggenanki qui m'a suivi toute cette année parce qu'on est sur un tome tous les 2 mois. Donc déjà régularité, clair, et ça se lit en 20 minutes. Donc, en termes de temps, tu sais, t'as le choix entre plein de titres, t'as pas beaucoup de temps, tu fais Toggenanki 20 minutes, et puis en plus ça se bouffe tout seul, parce que l'histoire va tout droit, c'est des choses qu'on a déjà vues pour la plupart des lecteurs aguerris en shonen, mais moi ça me convient, c'est bien fait et j'en demande pas plus. Il y a de l'énergie, il y a du style, il y a plein de choses dans ce manga dont on avait parlé. Donc en tout début d'année, Toggenanki aux éditions Kana. J'avais une reco aussi qui n'est pas du manga pour des lecteurs de manga. En revanche, moi c'est un comics, c'est chez Marvel, c'est pas vraiment du super-héros, si c'est aussi des super-héros. Ça s'appelle Demon Days, c'est signé par Peach Momoko, c'est une jeune dessinatrice qui s'est révélée pendant les confinements à travers le monde entier. Et pourquoi j'étais attiré par son travail la toute première fois? Parce que quand tu lis une interview d'une autrice qui travaille chez Marvel avec ce nom Peach Momoko et qu'elle dit d'emblée: non mais moi j'ai vu une expo et j'ai adoré le travail d'Atsushi Kaneko et ça m'a vraiment donné envie de faire de la bande dessinée. Et là tu bugs et tu fais attends. Une autrice qui travaille chez Marvel, l'auteur qui lui a donné envie et dont elle s'inspire, c'est Atsushi Kaneko. Non mais c'est absolument génial, je veux absolument lire ça. Et donc elle a sorti un bouquin chez Marvel. Si c'est Marvel, c'est donc sorti en France chez Panini Comics. Et donc c'est une anthologie d'histoires courtes où elle mélange les légendes urbaines ou les légendes populaires japonaises avec les super-héros. Donc dans cette anthologie, on va retrouver différents super-héros, on va retrouver des X-Men, on va en trouver quelques-uns comme ça qui sont vu un petit Thor là qui passait. Ouais, voilà, c'est ça, il y en a quelques-uns qui sont très 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 connus et le tout mélangé à des légendes japonaises. Elle dessine incroyablement bien. C'est magnifique. Je la suis sur Insta, c'est incroyable. Je te le péta. Je te préviens. Et puis surtout, j'adore les couleurs. Voilà, c'est s'il y a un truc moi qui va me convaincre aussi dans le travail de bande dessinée, ça va être la couleur. Et Peach Momoko fait des couleurs assez magnifiques. Donc voilà, ça s'appelle Demon Days. C'est sorti chez Panini Comics en 2 versions. Une version collector qui coûte un bras et qui est très lourde, celle-là. Ah, c'est celle-là. Une version un peu moins chère qui coûte pas un bras et qui est aussi tout à fait disponible et tout à fait respectable. On n'est pas obligé de faire comme moi et d'acheter absolument tout en collector. Non, en plus j'avais précommandé 6 mois avant et tout, je me suis dit il y a que 500 exemplaires. Ah oui, t'es pas encore habitué aux comics. Tu crois que c'est collector rare et tout. Et en fait non, il y en a. En fait, on est que 100 à avoir acheté le collector, donc ça va. Il y en a, il y en ça a va. plein encore. Kanye, regarde la parole et puis parle-nous de tes dernières petites recommandations, tes derniers petits coups de cœur. Alors les dernières petites recos avant de partir, moi j'ai choisi Deep Free, qui est un manga qui est édité chez Mangetsu. Tu le dis? Ah ouais, moi j'ai toujours dit à la française. Deep 3 Ouais, à chaque fois dans la tête, je vois le titre et je fais tiens, Deep 3. Bah, t'as pas une petite dissonance du dictionnaire là qui apparaît? Bon, Deep 3 Deep quoi. Free. Donc manga édité chez Mangetsu. C'est un manga de basket suffisamment rare pour évidemment que je m'y intéresse. Et du coup voilà, j'y suis allé avec un petit peu de méfiance, sachant qu'à la base j'avais vu les dessins et je m'étais dit ça va, c'est cool. J'avais un petit peu peur de l'histoire parce que le pitch en quelques mots, c'est un jeune lycéen très prometteur en basket, à qui il va arriver un accident un petit peu fâcheux, et à partir de ce moment-là il va avoir ce qu'on appelle le yips, et le yips en sport c'est le track, on va dire, de faire une action que pourtant t'es complètement habitué à faire, que tu connais par cœur, et ce qui va le faire dégringoler vraiment au bout du banc de son équipe, et on va voir comment il va retrouver peu à peu confiance en lui et devenir un meilleur joueur. Et franchement,
étant un grand fan de basket et de slam dunk, je suis toujours très difficile. Mais là, on a un bon titre. On a un vrai bon titre qui marche bien. C'est bien dessiné, c'est intense. C'est peut-être un petit peu trop positive attitude, mais pour le moment, en tout cas, l'ambiance est très cool. J'ai repéré quelques problématiques de basket que je comprends pas trop. Genre, il est fan, voire ça serait le fils de Magic Johnson, d'Ervin Johnson. Sauf qu'il est dessiné comme Kobe Bryant dans le manga. Du coup, je sais pas, il y a un truc bizarre. Il y a un truc de dissonance, tu vois, que j'ai pas dans mon cerveau. Genre, je comprends pas pourquoi vous avez pas fait l'un ou l'autre. Mais là, vous avez mélangé deux joueurs, dont un mort, l'autre non. Tu vois, enfin bon, bref, c'est bizarre. Mais là, j'ai lu les 3 premiers tomes et franchement, je suis à fond. Je vais vraiment lire la suite. Deep 3 aux éditions Mangetsu. Et puis est-ce que toi aussi tu as envie de passer du côté de la bande dessinée, du comics, du webtoon? Oh tu sais, moi quand j'ai l'occasion, je pars du principe qu'on est tous passionnés de lecture, et du coup la lecture ne se contente pas uniquement de concerner le manga. Donc pour une fois qu'on a une petite fenêtre pour parler de BD ou de comics, je vais sauter dessus. Et pas de webtoon, vous avez remarqué. Ouais non, on parle entre livres civilisés, excuse-moi. On se respecte quand même. Du coup, je voulais parler du titre Mauvais Monstre, édité chez Glénat. Un titre ado, je le classerais dans la catégorie ado. Ouais. Donc on va suivre le quotidien d'une jeune fille. Dans cette réalité-là, en fait, tous les humains ont une espèce de familier qui arrive à la puberté. Et donc ce familier est censé être un peu un prolongement de toi, il te ressemble un petit peu. Ils servent à rien, si ce n'est qu'ils sont là, certains peuvent parler, d'autres non. Et donc on va suivre l'héroïne qui va voir l'éclosion de son familier, sauf que son familier il est dégueulasse en fait. Du coup elle tire un petit peu la gueule parce que même en termes au lycée c'est pas facile d'avoir un familier qui est moche. Sauf que son familier est moche, mais lui il possède des pouvoirs par contre. Et des pouvoirs qui vont grandement lui changer la vie. Donc il y a vraiment un super feeling avec cette BD, c'est très drôle. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Et il y a vraiment tout un questionnement sur la société, le paraître. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très chouette BD. L'auteur, ça se voit qu'il aime le manga. Il y a un berserk qui est caché par là, il y a des petits persos de manga qui sont cachés, et puis au final en allant lire quelques interviews de ce mec là, j'ai vu qu'il était inspiré par, alors accrochez-vous, les Sisters et Naoki Urasawa. Alors je peux pas te dire que cette BD est le mélange de ces deux styles. Non, mais ça peut donner un indice sur son âge. Oui, mais du coup ça donne vraiment une super BD avec une très bonne rythmique, très manga. Je trouve qu'il y a un vrai... Il y a des vrais codes qui sont absorbés là dans la BD jeunesse, et justement à travers cet album, les méchants ne sont pas juste méchants, tu vois, les gentils ne sont pas foncièrement gentils non plus. Il y a de la nuance, et c'est un truc souvent que je ne trouve pas en bande dessinée, que je trouve plus facilement en manga. Là ça me fait plaisir parce que je me dis que les nouveaux auteurs de franco-belge vont arriver à ce genre de nuances que moi je recherche dans les titres. Mauvais Monstre de Enzo Bercati aux éditions Glénat. Pour finir cette émission, vous savez, c'est comme au César. Ils nous ont quittés. Alors ils sont pas partis trop tôt, mais ils méritent d'être cités dans cette émission parce que c'est des mangas, des petits coups de cœur des uns et des autres. Il y a le monstre d'Einstein, il y a le cœur et le devoir, Père et fille, The Five Star Story. Un monstre du manga de mecha. T'as pas le droit de t'arrêter sur tes mangas à toi. Miroir, Komi cherche ses mots, attire d'elle, Neira, Call of the Night, à lire de nuit d'ailleurs, c'est pas une blague. Millennium Darling, José, Le Tigre et les Poissons, Le Livre des Sorcières, Orimiya, Mardox Crumble, on attend vraiment le tome 2, dépêchez-vous, Nueve Graphics, Tesla Note, Blue World, Les Promeneuses de l'Apocalypse, Reaper, Witchwatch, Mon mari dort dans le congélateur. Excellent, ça, il est le 2. Parce que si tu lis pas le tome 2, t'as rien compris, un cagnard. Team Phoenix, Le Roi Serre, Genesis, Diamond in the Rough, Desert 9, Primal, God in Ancient Time, Hentai Kamen, et puis il y avait aussi les coups de cœur de Joe, il devait participer à cette émission, et puis dernière minute, il s'est fait rattraper par son patron. Je t'ai écouté, de quoi tu parles? Bref. Et donc, lui, ses coups de cœur étaient Clévates chez Kyun, de la Dark Fantasy par l'auteur de Dimension W, dont il avait déjà parlé dans d'autres émissions, puis Android Type 1 dont il avait également parlé, un manga de science-fiction.
aux éditions Omake Manga. Et puis il y avait aussi un petit mot sur Time Paradox Ghostwriter. Qui lui, on peut dire parti trop tôt pour le coup. Qui lui est parti trop tôt, effectivement, on est d'accord. Voilà, ça c'était pour finir un peu le name drop sur quelques autres coups de cœur qu'on a eu cette année. Si votre manga favori est pas dans cette liste, c'est que vous êtes has-been. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou alors c'est qu'on est passé totalement à côté. Évidemment, il y a plein de trucs moi que j'ai pas eu le temps de lire. Non, mais aussi ce qui se passe, c'est qu'on est 6. On se fait des recos entre nous, on fait du lobbying, et il se trouve qu'il suffit que s'il y en a un d'entre nous qui lit un manga qu'il aime pas, il va dire à tout le monde que ce manga est nul et qu'il faut pas le lire. Donc nous on va l'écouter, on fait confiance. Moi je crois pas que je fais ça. Je crois que ça tient plus de Joe, ça. Oui, parce qu'il m'avait surtout dit de pas lire Deep Streak, ça valait vraiment pas le coup. Ah oui, putain, moi aussi. Moi je l'ai écouté, pas toi. C'est le temps de conclure cette année. Je sais pas, je pense moi j'ai déjà tout dit en ce qui me concerne. J'avais déjà aussi tout dit la semaine dernière. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette émission, c'est le moment ou jamais. Pour 2022, moi je trouve que on change pas une équipe qui gagne, quoi. C'est violence et décadence pour 2022. Je continue. J'ai misé sur de la violence et de la décadence et j'ai eu ce que je voulais, quoi. J'ai deux chouchous que je trouve vraiment diamétralement opposés pour au final leur conception du récit mature adulte, mais c'est vraiment deux bonnes choses, je trouve. Disons que j'ai un classique avec Black Box, tu vois, qui est vraiment un classique seinen de boxe, on a déjà lu, et en même temps ça me laisse dans mes petits souliers, donc je suis hyper content. Et de l'autre côté j'ai eu Violence Action qui m'a surpris beaucoup. C'est ce dont j'ai besoin aussi. Parfois j'ai besoin d'être rassuré sur certains titres et parfois j'ai besoin d'être secoué, et donc au final cette année moi j'ai eu à peu près que ça. Et puis quand je vois vos classements, j'ai un peu le même sentiment. Il y a du classique et du surprenant, et je trouve que moi en tout cas ça correspond bien à mon année de lecture. Alors moi j'ai eu la grande traversée élusive Sam. Ouais, ça du marche. Grand classique et un dictionnaire, s'il te plaît. Une histoire sur la création d'un dictionnaire. Ouais. Moi c'est la bagarre, quoi. Shujin X, bagarre fantastique, et mix martial artist, mais tu vois, Shujin X, bagarre sociale, quoi. Il était surprenant au final, Shujin X, surtout sachant que c'était l'auteur de Tokyo Ghoul. Donc tranquille renouveau, on va dire. Tu voulais rajouter un mot, Julie? En fait, comme chaque année, maintenant on se connaît bien, vous et moi, mais c'est trop dur de choisir. Franchement, il y en a plein que je voudrais encore citer, etc. J'espère qu'on aura l'occasion au cours de l'année, quoi. Ouais, mais même Clémence, elle n'arrivait pas à choisir. Oui. Non, mais en vrai, finalement, moi, tous mes chouchous, ils étaient déjà dans le classement. Donc en vrai, c'est difficile ensuite de trouver les petites perles rares que personne n'a appréciées. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous aussi vous avez eu des petits coups de cœur, mais vous savez que ça va plaire qu'à vous, n'hésitez pas à les partager. Ça aussi, ça nous fait plaisir. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de manière très chill de nos top rééditions de l'année. Vous allez voir, c'est même pas vraiment un top. Tranquille. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.